Pourquoi André était-il en retard? J'avais travaillé 4 heures d'affilée, ma tête était lourde, je me suis étendue sur le divan. En 3 jours, Philippe ne m'avait pas donné signe de vie. Ce n'est pas dans ses habitudes. Son silence m'étonnait d'autant plus que lorsqu'il craint de m'avoir blessée, il multiplie les coups de téléphone et les petits mots. Je ne comprenais pas. J'avais le cœur lourd et ma tristesse faisait tache d'huile. Elle assombrissait le monde qui lui fournissait en retour des aliments. André. Il devenait de plus en plus maussade. Vatrin était le seul ami qu'il consentit encore à voir, et il avait été fâché que je l'invite à dîner. Il m'ennuie. Tout le monde l'ennuyait. Et moi? Il m'avait dit, voilà très très longtemps, du moment que je t'ai, je ne pourrai jamais être malheureux. Et il n'avait pas l'air heureux. Il ne m'aimait plus comme autrefois. Qu'était-ce qu'aimer pour lui aujourd'hui? Il tenait à moi comme à une vieille habitude, mais je ne lui apportais plus aucune joie. C'était peut-être injuste, mais je lui en voulais. Il consentait à cette indifférence, il s'y installait. La clé a tourné dans la serrure. Il m'a embrassée, il avait l'air préoccupé. Je suis en retard. Un peu. C'est que Philippe est venu me chercher à l'école normale. Nous avons bu un verre ensemble. Pourquoi ne l'as-tu pas amené ici? Il voulait me parler en particulier, pour que ce soit moi qui te dise ce qu'il avait à nous dire. Qu'est-ce que c'est? Il partait pour l'étranger, très loin, pour des années? Ça ne te fera pas plaisir. Il n'a pas osé nous l'avouer l'autre soir, mais c'est chose faite. Son beau-père lui a trouvé une situation. Il le fait entrer au ministère de la Culture. À son âge, c'est un poste magnifique, m'a-t-il expliqué. Mais tu vois ce que ça suppose. C'est impossible. Philippe. C'était impossible. Il partageait nos idées. Il avait pris de gros risques pendant la guerre d'Algérie, cette guerre qui nous avait ravagés et qui semblait maintenant n'avoir jamais eu lieu. Il s'était fait matraquer dans des manifestations anti-gaullistes. Il avait voté comme nous aux dernières élections. Il dit qu'il a évolué. Il a compris que le négativisme de la gauche française ne l'avait mené à rien, qu'elle était foutue, qu'il voulait être dans la course, avoir prise sur le monde, agir, construire. On croirait entendre Irène. Mais c'est Philippe qui parlait, a dit André d'une voix dure. Brusquement, j'ai réalisé. La colère m'a prise. Alors quoi? C'est un arriviste? Il retourne sa veste par arrivisme. J'espère que tu l'as engueulé. Je lui ai dit que je le désapprouvais. Tu n'as pas essayé de le faire changer d'avis? Bien sûr que si, j'ai discuté. Discuté? Il fallait l'intimider, lui dire que nous ne le reverrions plus. Tu as été trop mou, je te connais. Soudain, ça déferlait sur moi. Une avalanche de soupçons, de malaise que j'avais refoulé. Pourquoi n'avait-il jamais eu que des femmes trop bien habillées, huppées, snobs? Pourquoi Irène et ce mariage en grand tralala à l'église? Pourquoi se montrait-il si empressé, si enjôleur avec sa belle famille? Il évoluait dans ce milieu comme un poisson dans l'eau. Je n'avais pas voulu me poser de questions, et quand André hasardait une critique, je défendais Philippe. Toute cette confiance entêtée se retournait en rancœur. Philippe, d'un seul coup, avait changé de visage. Un arriviste, un intrigant. Moi, je vais lui parler. J'ai marché vers le téléphone. André m'a arrêté. Calme-toi d'abord. Une scène n'arrangera rien. Ça me soulagera. Je t'en prie. Laisse-moi. J'ai formé le numéro de Philippe. Ton père vient de me dire que tu entres dans le cabinet du ministère de la Culture. Félicitations. Ah, s'il te plaît, m'a-t-il dit, ne le prends pas sur ce ton-là. Et sur quel ton devrais-je le prendre? Je devrais me réjouir que tu n'oses même pas me parler face à face tellement tu as honte de toi? Je n'ai pas du tout honte. On a le droit de réviser ses opinions. Réviser? Il y a 6 mois, tu condamnais radicalement la politique culturelle du régime. Eh bien, justement, je vais essayer de la changer. Allons donc, tu ne fais pas le poids et tu le sais. Tu joueras le jeu sagement, tu te ménageras une belle carrière. C'est l'ambition qui te pousse, rien d'autre. Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Il criait « Tais-toi, tais-toi ». Je continuais. Il me coupait la parole. Sa voix devenait haineuse. Il a fini par me dire avec fureur « On n'est pas un salaud parce qu'on refuse de partager vos entêtements séniles. Ça suffit. Je ne te reverrai pas de ma vie. » J'ai raccroché. Je me suis assise en sueur, tremblante, les jambes brisées. Plus d'une fois, nous nous sommes brouillés à mort. Mais ce coup-là, c'était sérieux, je ne le reverrai plus. Son revirement m'écœurait, et ses mots m'avaient blessée, parce qu'ils avaient voulu être blessants. Il nous a insultés. Il parle de nos entêtements séniles. Je ne le reverrai jamais, et je ne veux pas que tu le revoies. Tu as été dur, toi aussi.
Tu n'aurais pas dû te placer sur un terrain passionnel. Et pourquoi non? Il n'a tenu aucun compte de nos sentiments. Il nous préfère sa carrière. Il accepte de la payer d'une rupture. Il n'a pas envisagé une rupture. Et d'ailleurs, elle n'aura pas lieu, je suis contre. En ce qui me concerne, c'est fait. Tout est fini entre Philippe et moi. Je me suis tue. Je continuais à trembler de colère. Depuis quelque temps, Philippe filait un drôle de coton, a dit André. Tu ne voulais pas l'admettre, mais je m'en rendais bien compte. Tout de même, je n'aurais pas cru qu'il en arriverait là. C'est un sale petit ambitieux. Oui, a dit André d'un ton perplexe. Mais pourquoi? Comment pourquoi? Nous le disions l'autre soir. Nous avons sûrement notre part de responsabilité. Il a hésité. L'ambition, c'est toi qui la lui as insufflée. De lui-même, il était plutôt indifférent. Et sans doute ai-je développé un antagonisme en lui. Tout est de la faute d'Irène, ai-je dit avec éclat. S'il ne l'avait pas épousée, s'il n'était pas entré dans ce milieu, jamais il n'aurait pactisé. Mais il l'a épousée, en partie parce que ce milieu lui en imposait. Voilà longtemps que ses valeurs ne sont plus les nôtres. J'y vois bien des raisons. Tu ne vas pas le défendre. J'essaie de me l'expliquer. Aucune explication ne me convaincra. Je ne le reverrai jamais. Je ne veux pas que tu le revoies. Ne t'y trompe pas. Je le blâme profondément. Mais je le reverrai. Toi aussi. Non. Et si tu me lâches, après ce qu'il m'a dit au téléphone, je t'en voudrais comme jamais je t'en ai voulu. Ne me parle plus de lui. Mais nous ne pouvions pas non plus parler d'autre chose. Nous avons dîné presque en silence, très vite, et puis chacun a pris un livre. J'en voulais à Irène, à André, au monde entier. Nous avons sûrement notre part de responsabilité. Ah, c'était oiseux de chercher des raisons, des excuses. Vos entêtements séniles, il m'avait crié ces mots. J'étais si sûre de son amour pour nous, pour moi. En vérité, je ne pesais pas lourd. Je n'étais rien pour lui. Une vieillerie à remiser au magasin des accessoires. Je n'avais qu'à l'y reléguer aussi. Toute la nuit, la rancune m'a étouffée. Le matin, une fois André parti, je suis entrée dans la chambre de Philippe. J'ai déchiré, j'ai jeté les vieux journaux, les vieux papiers. J'ai rempli une valise de ses livres. Dans une autre, j'ai entassé le pull-over, le pyjama, tout ce qui restait dans les placards. Devant les planches nues, des larmes me sont montées aux yeux. Tant de souvenirs émouvants, bouleversants, délicieux, se levaient en moi. Je leur tordrais le cou. Ils m'avaient quitté, trahi, bafoué, insulté. Jamais je ne le lui pardonnerais. 2 jours se sont écoulés sans que nous parlions de Philippe. Le 3e matin, comme nous examinions notre courrier, j'ai dit à André « Une lettre de Philippe. » Je suppose qu'il s'excuse. Il perd son temps, je ne la lirai pas. Oh, regarde-la tout de même. Tu sais comme ça lui coûte de faire le premier pas. Donne-lui sa chance. Pas question. J'ai plié la lettre dans une enveloppe sur laquelle j'ai écrit l'adresse de Philippe. Mets-la dans une boîte, s'il te plaît. J'avais beaucoup trop facilement cédé à ses beaux sourires, à ses jolies phrases. Cette fois, je ne céderai pas. 2 jours plus tard, au début de l'après-midi, Irène a sonné. Je voudrais vous parler 5 minutes. Une petite robe très simple, les bras nus, les cheveux flottants. Elle avait l'air d'une toute jeune fille, fraîche et timide. Je ne l'avais encore jamais vue dans ce rôle-là. Je l'ai fait entrer. Bien entendu, elle venait plaider la cause de Philippe. Le renvoi de sa lettre l'avait navrée. Il s'excusait de ce qu'il avait dit au téléphone, il n'en pensait pas un mot, mais je connaissais son caractère, il se mettait vite en colère, alors il disait n'importe quoi, et autant en emportait le vent. Il voulait absolument s'expliquer avec moi. Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Il avait peur que vous ne lui claquiez la porte au nez. C'est en effet ce que j'aurais fait, je ne veux pas le revoir, point, point final. Elle insistait. Il ne supportait pas que je sois fâchée contre lui. Il n'avait pas imaginé que je prendrais les choses tellement à cœur. Alors c'est qu'il est devenu idiot, qu'il aille au diable. Mais vous ne vous rendez pas compte, papa a réussi pour lui un tour de force. À son âge, un pareil poste, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Vous ne pouvez pas exiger qu'il vous sacrifie son avenir. Il avait un avenir, propre, conforme à ses idées. Excusez-moi, à vos idées, il a évolué. Il évoluera, on connaît la musique. Il mettra ses opinions d'accord avec ses intérêts. Pour l'instant, il patauge dans la mauvaise foi. Il ne pense qu'à réussir. Il se renie et il le sait. C'est ça qui est moche. Et je dis avec emportement. Irène m'a dévisagé. Je suppose que votre vie a toujours été impeccable et que ça vous autorise à juger tout le monde de très haut. Je me suis raidie. J'ai essayé d'être honnête. Je voulais que Philippe le soit. Je regrette que vous l'en ayez détourné. Elle s'est mise à rire. On croirait qu'il est devenu cambrioleur ou faux-monnayeur.
Étant donné ses convictions, je ne trouve pas son choix honorable. Irène s'est levée. C'est tout de même drôle cette sévérité, a-t-elle dit d'une voix lente. Son père, qui est politiquement plus engagé que vous, n'a pas rompu avec Philippe. Et vous ? Je l'ai coupé. Il n'a pas rompu. Vous voulez dire qu'ils se sont revus ? Je ne sais pas, a-t-elle dit vivement. Je sais qu'il n'avait pas parlé de rompre quand Philippe l'a mis au courant de sa décision. C'était avant le coup de téléphone, mais depuis, je ne sais pas. Vous ne savez pas qui Philippe voit et ne voit pas. Elle a dit d'un air buté. Non. Soit, c'est sans importance, ai-je dit. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. J'ai repassé dans ma tête nos dernières répliques. S'était-elle coupée par perfidie ou par maladresse ? En tout cas, ma conviction était faite, presque faite. Pas assez pour que la colère me délivre, assez pour que l'angoisse m'étouffe. Dès qu'André est arrivé, j'ai attaqué. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais revu Philippe ?»« Qui t'a raconté ça ?»« Irène. Elle est venue me demander pourquoi je ne le revois pas puisque toi tu le revois. Je t'avais prévenu que je le reverrais. Je t'avais prévenu que je t'en voudrais à mort. C'est toi qui l'as persuadé de m'écrire. » »« Mais non. Bien sûr que si, tu t'es bien foutu de moi. Tu sais comme ça lui en coûte de faire le premier pas. Et tu les avais faits en cachette. » »« Par rapport à toi, il a fait le premier pas. Poussé par toi. Vous avez comploté derrière mon dos. Vous m'avez traité comme une enfant, comme une malade. Tu n'avais pas le droit. » Il y avait soudain des fumées rouges dans ma tête, un brouillard rouge devant mes yeux, quelque chose de rouge qui criait dans ma gorge. Mes rages contre Philippe me sont familières, je m'y reconnais. Mais André, quand rarement, très rarement, je me mets en colère contre lui, c'est une tornade qui m'emporte à des milliers de kilomètres de lui et de moi-même, dans une solitude à la fois brûlante et glacée. Jamais tu ne m'avais menti, c'est la première fois. Mettons que j'ai eu tort. Tort de revoir Philippe, tort de faire de la complicité contre moi avec lui et Irène, tort de me duper, de me mentir. Ça fait beaucoup de tort. Écoute, veux-tu m'écouter calmement ? Non, je ne veux plus te parler, je ne veux plus te voir, j'ai besoin d'être seule, je vais prendre l'air. Va prendre l'air et tâche de te calmer, m'a-t-il dit sèchement. Je suis partie dans les rues, j'ai marché comme je l'ai fait souvent pour apaiser des peurs, des colères, pour conjurer des images. Seulement, je n'ai plus 20 ans, ni même 50. La fatigue m'a prise très vite. Je suis entrée dans un café, j'ai bu un verre de vin, les yeux blessés par la cruelle lumière du néon. Philippe, c'était fini. Marié, passé de l'autre côté. Je n'avais plus qu'André que justement je n'avais pas. Je nous croyais transparents l'un à l'autre, unis, soudés comme des frères siamois. Et il s'était désolidarisé de moi, il m'avait menti. Je me retrouvais sur cette banquette, seule. À chaque seconde, évoquant son visage, sa voix, j'attisais une rancune qui me dévastait. Comme dans ces maladies où on forge sa propre souffrance, chaque inspiration vous déchirant les poumons, et cependant, vous êtes obligé de respirer. Je suis repartie, j'ai encore marché. Et alors quoi ? Me demandai-je hébété. Nous n'allions pas nous séparer. Solitaires, nous continuerions à vivre côte à côte. J'enfouirais donc mes griefs, ces griefs que je ne voulais pas oublier. L'idée qu'un jour ma colère m'aurait quitté l'exaspérait. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé un mot sur la table. J'ai été au cinéma. J'ai poussé la porte de notre chambre. Sur le lit, il y avait le pyjama d'André, par terre les mocassins qui lui servent de pantoufles, une pipe et un paquet de tabac, et ses remèdes contre l'hypertension sur la table de nuit. Pendant un instant, il a existé d'une manière poignante, comme s'il avait été éloigné de moi par une maladie ou un exil, et que je le retrouve dans ces objets abandonnés. Des larmes me sont venues aux yeux. J'ai avalé un somnifère, je me suis couchée. Quand je me suis réveillée le matin, il dormait recroquevillé, la main appuyée contre le mur. J'ai détourné les yeux. Aucun élan vers lui. Mon cœur était glacé et morne, comme une chapelle désaffectée où ne rougeoie plus la moindre veilleuse. Les pantoufles, la pipe ne m'émouvaient plus. Elle n'évoquait pas un cher absent, elle n'était qu'un prolongement de cet étranger qui habitait sous le même toit que moi. Atroce contradiction de la colère née de l'amour et qui tue l'amour. Je ne lui ai pas parlé. Pendant qu'il buvait son thé dans la bibliothèque, j'étais dans ma chambre. Il m'a appelé avant de partir, il m'a demandé « Tu ne veux pas qu'on s'explique ?»« Non. » Il n'y avait rien à expliquer. Cette colère, cette douleur, ce raidissement de mon cœur, les mots s'y briseraient. Toute la journée, j'ai pensé à André et par moments quelque chose vacillait dans ma tête.
comme lorsqu'on a reçu un choc sur le crâne, que la vision s'est troublée, qu'on aperçoit du monde deux images à des hauteurs différentes, sans pouvoir situer le dessus et le dessous. Les deux images que j'avais d'André, au passé, au présent, ne s'ajustaient pas. Il y avait une erreur quelque part. Cet instant mentait. Ce n'était pas lui, ce n'était pas moi, cette histoire se déroulait ailleurs. Ou alors, le passé était un mirage, je m'étais trompée sur André. Ni l'un ni l'autre, me disais-je, quand de nouveau j'y voyais clair. La vérité, c'est qu'il avait changé, vieilli. Il n'accordait plus autant d'importance aux choses. Jadis, la conduite de Philippe l'aurait révolté. Il se contentait de le blâmer. Il n'aurait pas manœuvré derrière mon dos, il ne m'aurait pas menti. Sa sensibilité, sa moralité se sont émoussées. Va-t-il continuer sur cette pente ? De plus en plus indifférent. Je ne veux pas. Ils appellent indulgence, sagesse, cette inertie du cœur. C'est la mort qui s'installe en vous. Pas encore, pas maintenant. Ce jour-là apparut la première critique de mon livre. L'entier m'accusait de rabâchage. C'est un vieil imbécile qui me déteste. Je n'aurais pas dû y être sensible. Mais comme j'étais d'humeur irritable, je me suis irritée. J'aurais aimé en parler à André, mais il aurait fallu faire la paix avec lui, je ne voulais pas. J'ai fermé le laboratoire, m'a-t-il dit le soir avec un bon sourire. Nous pouvons partir pour Villeneuve et l'Italie le jour où tu voudras. Nous avions décidé de passer ce mois à Paris, ai-je répondu sèchement. Tu aurais pu changer d'avis. Je ne l'ai pas fait. Le visage d'André s'est refermé. Tu vas continuer longtemps à me faire la gueule ? Je crains que oui. Eh bien, tu as tort. C'est hors de proportion avec ce qui s'est passé. Chacun a ses mesures. Les tiennes sont aberrantes. Tu es toujours la même. Par optimisme, par volontarisme, tu te caches la vérité, et quand elle te crève enfin les yeux, tu t'effondres ou tu exploses. Ce qui t'exaspère, et du coup ça rejaillit sur moi, c'est d'avoir surestimé Philippe. Tu l'as toujours mésestimé ? Non. Simplement, je ne me suis pas fait beaucoup d'illusions sur ses capacités ni sur son caractère. Et somme toute, je m'en faisais encore trop. Un enfant, ça ne se constate pas comme une expérience de laboratoire. Il devient ce que le font ses parents. Tu l'as joué perdant, ça ne l'a pas aidé. Toi, tu joues toujours gagnant. Libre à toi. Mais à condition de savoir encaisser quand tu perds. Or, tu ne sais pas. Tu cherches des faux fuyants, tu piques des colères, tu accuses le tiers et le quart, n'importe quoi t'es bon pour ne pas reconnaître tes erreurs. Faire crédit à quelqu'un, ça n'est pas une erreur. Oh, toi, le jour où tu reconnaîtras que tu as eu tort. Je sais. Dans ma jeunesse, on m'a tellement donné tort, avoir raison m'a tant coûté, que je répugne à me critiquer. Mais je n'étais pas d'humeur à en convenir. J'ai saisi la bouteille de whisky. Incroyable, c'est toi qui fais mon procès. J'ai rempli un verre que j'ai avalé d'un trait. Le visage d'André, sa voix. Le même, un autre, aimé, haï. Cette contradiction descendait dans mon corps. Mes nerfs, mes muscles se contractaient dans une espèce de tétanos. Dès le début, tu as refusé de discuter calmement. Au lieu de ça, tu t'es jeté dans des trémulations. Et maintenant, tu vas te saouler ? C'est ridicule, dit-il comme j'entamais un second verre. Je me saoulerai si je veux. Ça ne te regarde pas. Fous-moi la paix. J'ai emporté la bouteille dans ma chambre. Je me suis mise au lit avec un roman d'espionnage, mais impossible de lire. Philippe. Son image avait un peu pâli tant ma colère contre André m'obsédait. Soudain, à travers les vapeurs de l'alcool, il me souriait avec une intolérable douceur. Surestimé, non. Je l'avais aimé dans ses faiblesses. Moins capricieux, moins nonchalant, il aurait eu moins besoin de moi. Il n'aurait pas été si délicieusement tendre s'il n'avait rien eu à se faire pardonner. Nos réconciliations, ses larmes, nos baisers. Mais il ne s'agissait alors que de peccadilles. Aujourd'hui, c'était autre chose. J'ai avalé une grande rasade de whisky, les murs se sont mis à tourner et j'ai sombré. La lumière a filtré à travers mes paupières. Je les ai tenues fermées. J'avais la tête lourde, j'étais triste à mourir. Je ne me rappelais pas mes rêves. J'avais sombré dans des épaisseurs noires. C'était liquide et étouffant, du mazout. Et ce matin, j'émergeais à peine. J'ai ouvert les yeux. André était assis dans un fauteuil au pied du lit. Il me regardait en souriant. « Mon petit, nous n'allons pas continuer comme ça. » C'était lui, au passé, au présent, le même, je le reconnaissais. Mais il restait cette barre de fer dans ma poitrine. Mes lèvres tremblaient. Me raidir davantage, couler à pic, me noyer dans les épaisseurs de solitude et de nuit. Ou essayer d'attraper cette main qui se tendait.
Il parlait de cette voix égale, apaisante que j'aime. Il admettait ses torts. Mais c'était dans mon intérêt qu'il avait parlé à Philippe. Il nous savait si tristes tous les deux qu'il avait décidé d'intervenir tout de suite, avant que notre brouille ne se soit consolidée. Toi qui es toujours si gai, tu ne te rends pas compte combien ça me désolait de te voir te ravager. Je comprends que sur le moment, tu m'en aies voulu, mais n'oublie pas ce que nous sommes l'un pour l'autre. Tu ne vas pas me garder indéfiniment rancune. J'ai souri faiblement. Il s'est approché. Il a passé un bras autour de mes épaules, je me suis agrippée à lui et j'ai pleuré doucement. Chaude volupté des larmes glissant sur la joue. Quelle détente. C'est si fatigant de détester quelqu'un qu'on aime. Je sais pourquoi je t'ai menti, m'a-t-il dit un peu plus tard. Parce que je vieillis. Te dire la vérité, je savais que ça ferait une histoire. Ça ne m'aurait pas arrêté autrefois. Maintenant, ça me fatigue. L'idée d'une dispute. J'ai pris un raccourci. Ça veut dire que tu me mentiras de plus en plus ? Non, je te promets. Par ailleurs, je ne reverrai pas souvent Philippe. Nous n'avons plus grand-chose à nous dire. Ça te fatigue les disputes. Pourtant, hier soir, tu m'as bien engueulé. Je ne supporte pas que tu me fasses la tête. Il vaut mieux s'engueuler. Je lui ai souri. Tu as peut-être raison. Il fallait qu'on en sorte. Il m'a prise aux épaules. On en est sorti, vraiment sorti. Tu ne m'en veux plus ? Absolument plus. C'est fini, fini. C'était fini. Nous étions réconciliés. Mais nous étions-nous tout dit ? Moi, en tout cas, non. Quelque chose me restait sur le cœur. Cette manière qu'avait André de s'abandonner à la vieillesse. Je ne voulais pas lui en parler maintenant. Il fallait d'abord que le ciel fût redevenu tout à fait serein. Et lui, avait-il des arrière-pensées ? Me reprochait-il sérieusement ce qu'il appelait mon volontarisme optimiste ? Cet orage avait été trop bref pour rien changer entre nous. Mais n'était-il pas le signe que depuis quelque temps, quand, imperceptiblement, quelque chose avait changé ? Quelque chose a changé, me disais-je, tandis que nous roulions à 140 à l'heure sur l'autostrade. J'étais assise à côté d'André, nos yeux voyaient la même chaussée, le même ciel, mais il y avait, invisible, impalpable, une couche isolante entre nous. S'en rendait-il compte ? Oui, sans doute. S'il avait proposé cette promenade, c'était dans l'espoir que, ressuscitant celle d'autrefois, elle achèverait de nous rapprocher. Elle ne leur ressemblait pas, puisqu'il n'en escomptait personnellement aucun plaisir. J'aurais dû lui savoir gré de sa gentillesse, mais non, j'étais peinée par son indifférence. Je l'avais si bien senti que j'avais failli refuser, mais il aurait pris cette rebuffade pour une preuve de mauvaise volonté. Que nous arrivait-il ? Il y avait eu des querelles dans notre vie, mais pour des raisons sérieuses, par exemple à propos de l'éducation de Philippe. Il s'agissait de vrais conflits que nous liquidions dans la violence, mais vite et définitivement. Cette fois, ça avait été un tourbillon fumeux, de la fumée sans feu, et à cause de son inconsistance même, en 2 jours, il ne s'était pas tout à fait dissipé. Il faut dire aussi que jadis nous avions au lit des réconciliations fougueuses. Dans le désir, le trouble, le plaisir, les griefs oiseux étaient calcinés. Nous nous retrouvions en face l'un de l'autre, neufs et joyeux. Maintenant, nous étions privés de ce recours. J'ai vu l'écriteau, j'ai écarquillé les yeux. Quoi ? C'est midi déjà ? Il y a 20 minutes que nous sommes partis. J'ai bien roulé, a dit André. Midi. Quand maman nous emmenait voir grand-mère, quelle expédition. C'était la campagne, d'immenses champs de blé dorés au bord desquels nous cueillions des coquelicots. Ce village lointain était maintenant plus proche de Paris qu'au temps de Balzac, Neuilly ou Auteuil. André a eu du mal à garer l'auto, c'était jour de marché, un grouillement de voitures et de piétons. J'ai reconnu les vieilles halles, l'hôtel du Lion d'Or, les maisons et leurs tuiles aux couleurs passées. Mais les éventaires dressés sur la place la transformaient. Ustensiles en plastique, jouets, bonnetteries, boîtes de conserve, parfumerie, bijoux n'évoquaient pas les anciennes foires de village. Répandues en plein air, c'était Monoprix, Inno. Portes et parois en verre, une grande librairie étincelait, remplie de livres et de magazines aux couvertures glacées. La maison de grand-mère, jadis située un peu en dehors du bourg, était remplacée par un immeuble de 5 étages, pris dans l'agglomération. « Tu veux boire un verre ? » ?»« Oh non !» ai-je dit. « Ce n'est plus mon midi. » Décidément, plus rien n'était pareil, ni Milly, ni Philippe, ni André. Et moi ? 20 minutes pour revenir à midi, c'est un miracle, ai-je dit comme nous remontions dans la voiture. Seulement ce n'est plus midi. Voilà.
Voir changer le monde, c'est à la fois miraculeux et désolant. J'ai réfléchi. Tu vas encore te moquer de mon optimisme. Pour moi, c'est surtout miraculeux. Mais pour moi aussi. Le désolant quand on vieillit n'est pas dans les choses, mais en soi-même. Je ne trouve pas. Là aussi on perd, mais on gagne. On perd beaucoup plus qu'on ne gagne. À vrai dire, je ne vois pas ce qu'on gagne. Tu peux me le dire? C'est agréable d'avoir derrière soi un long passé. Tu crois que tu l'as? Pas moi le mien. Essaie donc de te le raconter. Je sais qu'il est là. Il donne de l'épaisseur au présent. Soit. Et quoi encore? Intellectuellement, on domine mieux les questions. On oublie beaucoup, d'accord, mais même ce qui est oublié reste à notre disposition, d'une certaine façon. Peut-être dans ta branche. Moi, je suis de plus en plus ignorant de tout ce qui n'est pas dans ma spécialité. Pour me mettre au courant de la physique quantique, il faudrait que je retourne à l'université, comme un simple étudiant. Rien ne t'en empêche? Je le ferai peut-être. C'est drôle, ai-je dit. Nous sommes d'accord sur tous les points, et pas sur celui-ci. Je ne vois pas ce qu'on perd à vieillir. Il a souri. La jeunesse, ce n'est pas un bien en soi. La jeunesse est ce que les Italiens appellent d'un si joli nom, la stamina. La sève, le feu qui permet d'animer et de créer. Quand tu as perdu ça, tu as tout perdu. Il avait parlé avec un tel accent que je n'osais pas l'accuser de complaisance. Quelque chose le rongeait, que moi j'ignorais, que je ne souhaitais pas connaître, qui m'effrayait. C'était peut-être ça qui nous séparait. Jamais je ne croirais que tu ne puisses plus créer, ai-je dit. Bachelard a écrit « Les grands savants sont utiles à la science dans la première moitié de leur vie, nuisibles dans la seconde. » On me tient pour un savant. Tout ce que je peux faire à présent, c'est donc essayer de ne pas être trop nuisible. Je n'ai rien répondu. Vrai ou faux, il croyait à ce qu'il disait. Protester aurait été futile. Je comprenais que mon optimisme l'agaçât souvent. C'était une manière d'éluder son problème. Mais que faire? Je ne pouvais pas l'affronter à sa place. Le mieux, c'était de me taire. Nous avons roulé en silence jusqu'à Champeaux. Cette nef est vraiment belle, a dit André, comme nous entrions dans l'église. Elle rappelle beaucoup celle de Sens, mais les proportions en sont plus heureuses. Oui, elle est belle. Je ne me souviens plus celle de Sens. C'est la même alternance de grosses colonnes isolées et de minces colonnes géminées. Quelle mémoire tu as? Nous avons regardé avec conscience la nef, le chœur, le transept. La collégiale n'était pas moins belle parce que j'étais montée sur l'acropole, mais mon humeur n'était plus la même qu'au temps où, dans un vieux taco, nous ratissions systématiquement l'Île-de-France. Aucun de nous n'était dans le coup. Je ne m'intéressais pas vraiment aux chapiteaux sculptés, aux stalles dont les miséricordes nous avaient jadis tant amusés. En sortant de l'église, André m'a demandé « Crois-tu que la truite d'or existe encore? Allons voir. » C'était jadis un de nos endroits favoris, cette petite auberge au bord de l'eau où l'on mangeait des plats simples et délectables. Nous y avions fêté nos noces d'argent et depuis nous n'y étions pas retournés. Silencieux, pavé de petites pierres, ce village-là n'avait pas changé. Nous avons parcouru la grande rue dans les deux sens, la truite d'or avait disparu. Le restaurant où nous nous sommes arrêtés dans la forêt nous a déplu, peut-être parce que nous le comparions avec des souvenirs. Et maintenant, que faisons-nous? Ai-je dit. Nous avions parlé du château de Vaux, des tours de Blandy. Mais as-tu envie d'y aller? Pourquoi pas? Il s'en fichait, et du même coup moi aussi, mais aucun de nous deux n'osait le dire. À quoi pensait-il au juste, tandis que nous roulions sur de petites routes à l'odeur de feuillage? Au désert de son avenir? Je ne pouvais pas l'y suivre. Je le sentais seul à côté de moi. Je l'étais aussi. Philippe avait essayé plusieurs fois de me téléphoner. J'avais raccroché dès que je reconnaissais sa voix. Je m'interrogeais. Avais-je pour lui trop d'exigences? André trop de dédaigneuse indulgence? Était-ce de cette discordance qu'il avait pâti? J'aurais voulu en discuter avec André, mais je craignais de rallumer une querelle. Le château de Vaux, les tours de Blandy, nous avons exécuté notre programme. Nous disions « je me rappelais bien, je ne me rappelais pas, ces tours sont superbes ». Mais en un sens, voir des choses, c'est oiseux. Il faut qu'un projet ou une question vous attache à elle. Je n'apercevais que des pierres, entassées les unes sur les autres. Cette journée ne nous avait pas rapprochés. Je nous sentais tous deux déçus et très loin l'un de l'autre, tandis que nous revenions vers Paris. Il me semblait que nous ne pouvions plus nous parler. Ça serait donc vrai ce qu'il raconte sur la non-communication? Comme je l'avais entrevu dans la colère, nous étions voués à la solitude, au silence? L'avais-je toujours été? Était-ce par optimisme buté que j'avais prétendu le contraire? Il faut faire un effort, me suis-je dit en me couchant.
Demain matin, nous causerons. On essaiera d'aller au fond des choses. Si notre querelle n'était pas liquidée, c'était qu'elle n'avait été qu'un symptôme. Il fallait tout reprendre à la racine. En particulier, ne pas craindre de reparler de Philippe. Un seul sujet interdit et tout notre dialogue se trouve bloqué. J'ai servi le thé et je cherchais des mots pour amorcer cette explication quand André m'a dit « Tu sais ce dont j'ai envie ? C'est d'aller tout de suite à Villeneuve. Je me reposerai mieux qu'à Paris. » Voilà donc la conclusion qu'il avait tirée de cette journée manquée. Au lieu de chercher un rapprochement, il fuyait. Ça lui arrive de passer sur moi quelques jours chez sa mère, par affection pour elle. Mais là, c'était une manière d'échapper à notre tête-à-tête. J'ai été blessée au vif. Excellente idée, elle dit avec sécheresse. Ta mère sera ravie, vas-y. Du bout des lèvres, il a demandé. Tu ne veux pas venir ? Tu sais très bien que je n'ai aucune envie de quitter Paris si vite. Je viendrai à la date prévue. Comme tu voudras. De toute façon, je serais restée. Je voulais travailler et aussi voir comment mon livre serait accueilli, en parler avec des amis. Mais j'ai été déconcertée qu'il n'insiste pas davantage. J'ai demandé avec froideur. Quand penses-tu t'en aller ? Je ne sais pas, bientôt. Je n'ai rien à foutre ici. Bientôt, ça veut dire quoi ? Demain, après-demain ? Pourquoi pas demain matin ? Nous serions donc séparés 15 jours. Jamais il ne me quittait plus de 3 ou 4, sauf pour des congrès. M'étais-je montré si désagréable ? Il aurait dû en discuter avec moi au lieu de fuir. Ce n'était pourtant pas dans son style les dérobades. Je n'y voyais qu'une explication, toujours la même. Il vieillissait. J'ai pensé avec irritation qu'il aille cuver sa vieillesse ailleurs. Je n'allais certainement pas lever un doigt pour le retenir. Nous avons convenu qu'il prendrait la voiture. Il a passé la journée au garage à faire des courses, à donner des coups de téléphone. Il a dit adieu à ses collaborateurs. Je l'ai à peine vu. Quand il est monté dans l'auto le lendemain, nous avons échangé des baisers et des sourires. Je me suis retrouvée dans la bibliothèque ahurie. J'avais l'impression qu'en me laissant planter là, André me punissait. Non, il avait simplement voulu se délivrer de moi. Passé le premier étonnement, je me suis sentie légère. La vie à deux exige qu'on décide. À quelle heure le repas ? Qu'aimerais-tu manger ? Les projets se formulent. Dans la solitude, les actes se font sans préméditation, c'est reposant. Je me levais tard, je restais enroulée dans la tiédeur des draps, essayant de rattraper au vol des lambeaux de mes rêves. Je lisais mon courrier en buvant mon thé, et je chantonnais « Je me passe, je me passe, je me passe très bien de toi ». Entre mes heures de travail, je flânais. Cet état de grâce a duré 3 jours. L'après-midi du 4e, on a sonné à petits coups précipités. Une seule personne sonne ainsi. Mon cœur s'est mis à battre avec violence. J'ai demandé à travers la porte. « Qui est là ?»« Ouvre !» a crié Philippe. « Je laisse le doigt sur la sonnette jusqu'à ce que tu ouvres. » J'ai ouvert et tout de suite il y a eu ses bras autour de moi, sa tête inclinée sur mon épaule. « Ma petite, ma chérie, je t'en prie, ne me déteste pas. Je ne peux pas vivre brouillée avec toi, je t'en prie, je t'aime tant. » Si souvent cette voix suppliante a fait fondre mes rancunes. Je l'ai laissé entrer dans la bibliothèque. Il m'aimait, je ne pouvais pas en douter. Est-ce qu'autre chose comptait ? Les vieux mots me venaient aux lèvres, mon petit garçon, mais je les ai refoulés. Ce n'était pas un petit garçon. N'essaie pas de m'attendrir, c'est trop tard, tu as tout gâché. Écoute, j'ai peut-être eu tort, j'ai peut-être mal agi, je ne sais plus, je n'endors plus. Mais je ne veux pas te perdre, et pitié de moi, tu me rends si malheureux. Des larmes enfantines brillaient dans ses yeux. Mais ce n'était plus un enfant. Un homme, le mari d'Irène, un petit monsieur. Ça serait trop commode, ai-je dit. Tu fais ton coup en douce, en sachant parfaitement que tu creuses un fossé entre nous. Et tu voudrais que j'encaisse avec le sourire et que tout redevienne comme avant ? Non et non. Vraiment, tu es trop dur, trop sectaire. Il y a des parents et des enfants qui s'aiment sans avoir les mêmes opinions politiques. Il ne s'agit pas d'une divergence d'opinion. Tu changes de camp par ambition, par arrivisme, c'est ça qui est moche. Mais non, mes idées ont changé. Je suis peut-être influençable, mais c'est vrai que je me suis mis à voir les choses sous un autre angle, je te le jure. Alors tu aurais dû me prévenir plus tôt. Ne pas faire tes manigances derrière mon dos et me mettre ensuite devant le fait accompli. Je ne te pardonnerai jamais ça. Je n'ai pas osé. Tu as une manière de me regarder qui me fait peur. Tu disais toujours ça n'a jamais été une excuse. Pourtant tu me pardonnais. Pardonne-moi encore cette fois, je t'en supplie. Je ne supporte pas d'être mal avec toi. Je n'y peux rien. Tu as agi d'une telle façon que je ne peux plus t'estimer.
L'orage a grondé dans ses yeux. Je préférais ça. Sa colère soutiendrait la mienne. Tu as des mots qui me tuent. Moi, je ne me suis jamais demandé si je t'estimais ou non. Tu ferais des conneries, je t'en aimerais pas moins. Pour toi, l'amour, il faut que ça se mérite. Mais si, je me suis donné assez de mal pour ne pas démériter. Tous mes désirs, être aviateur, ou coureur automobile, ou reporter, l'action, l'aventure, tu les tenais pour des caprices. Je les ai sacrifiés pour te faire plaisir. La première fois que je ne te cède pas, tu te brouilles avec moi. Je l'ai interrompu. Tu noies le poisson, ta conduite m'indigne, voilà pourquoi je ne veux plus te voir. Elle t'indigne parce qu'elle contredit tes projets. Je n'allais tout de même pas t'obéir toute ma vie, tu es trop tyrannique. Au fond, tu n'as pas de cœur, seulement de la volonté de puissance. Il y avait de la rage et des larmes dans sa voix. Eh bien, adieu, méprise-moi tout ton sou, je me passerai de toi. Il a marché vers la porte, il l'a claquée derrière lui. Je suis restée debout dans le vestibule, pensant « il va revenir ». Il revenait toujours. Je n'aurais plus eu le courage de résister, j'aurais pleuré avec lui. Au bout de 5 minutes, j'ai regagné la bibliothèque, je me suis assise et j'ai pleuré seule. Mon petit garçon. Qu'est-ce qu'un adulte ? Un enfant gonflé d'âge ? Je le dépouillais de son âge, je retrouvais ses 12 ans, impossible de lui en vouloir. Et cependant non, c'était un homme. Aucune raison de le juger moins sévèrement qu'un autre. Ai-je le cœur dur ? Y a-t-il des gens capables d'aimer sans estime ? Où commence, où finit l'estime et l'amour ? S'il avait raté sa carrière universitaire, s'il avait eu une vie médiocre, jamais ma tendresse ne lui aurait manqué, parce qu'il en aurait eu besoin. Si je lui étais devenue inutile, mais dans la fierté, j'aurais continué gaiement à le chérir. Mais à la fois il m'échappe et je le condamne. Qu'ai-je à faire de lui ? La tristesse était retombée sur moi et elle ne m'a plus quittée. Désormais, si je m'attardais au lit le matin, c'est que j'avais du mal à réveiller sans secours le monde et ma vie. J'hésitais à plonger seule dans la monotonie de la journée. Une fois debout, j'étais parfois tentée de me recoucher jusqu'au soir. Je me jetais dans le travail, je restais des heures d'affilée à ma table, me nourrissant de jus de fruits. Quand je m'arrêtais en fin d'après-midi, j'avais la tête brûlante et les os douloureux. Il m'arrivait de m'endormir si lourdement sur mon divan qu'au réveil, j'éprouvais une stupeur angoissée, comme si ma conscience émergeante anonymement de la nuit hésitait avant de se réincarner. Ou c'était le décor familier que je contemplais d'un œil incrédule, envers illusoire et chatoyant du néant où j'avais plongé. Mon regard s'attardait avec surprise sur les objets que j'avais rapportés des 4 coins de l'Europe. Mes voyages, l'espace n'en avait pas conservé la trace, ma mémoire néglige de les évoquer. Et les poupées, les vases, les bibelots sont là. Un rien me fascinait, m'obsédait. Rencontre d'un foulard rouge et d'un coussin violet. Quand ai-je vu pour la dernière fois des fuchsias, leurs robes d'évêque et de cardinal, leurs longs sexes frêles ? Le volubilis lumineux, la simple églantine, le chèvrefeuille échevelé, les narcisses, ouvrant dans leur blancheur de grands yeux étonnés, quand ? Ils pouvaient ne plus exister au monde, et je ne le saurais pas. Ni de nénuphars sur les étangs, ni de blé noir dans les champs. La terre est autour de moi comme une vaste hypothèse que plus jamais je ne vérifie.